à toutes et à tous et bienvenue pour la saison 2 de Franco Raptors sur Choc FM 105.1. C'est toujours Mike Laviole, c'est toujours Patrick Bizindavi. Même si vous allez remarquer des petits changements si vous êtes à la vidéo, un nouveau décor et un nouveau logo. Nouveau logo, nouvelle saison, nouveau décor, tout est nouveau. Et voilà, les Raptors essayent d'être compétitifs. Nous aussi. Oui. Salut à toi Patrick, comment ça va? Salut, c'est bien, là le basketball reprend, donc on est vraiment content parce que l'été c'était un peu long, il n'y avait rien comme compétition, rien c'est trop dire parce qu'on a eu la Summer League, mais là la NBA reprend, il y a des nouvelles, donc je suis vraiment excité pour cette nouvelle saison. T'as pas suivi l'Eurobasket parce que t'as dit il n'y a pas eu de compétition. Oui, quand je dis compétition, je parlais de la NBA, mais l'Eurobasket, oui, bien sûr. J'ai suivi l'Eurobasket avec l'Allemagne qui continue à dominer le basket européen et mondial. C'était vraiment de très bonnes compétitions. Et puis là, on a hâte vraiment de commencer la saison NBA avec un nouveau look pour Luka. Et puis ça va être intéressant. Ça va être intéressant comme saison. On va passer tout de suite au sommaire du jour et on va vous annoncer une nouveauté pour cette année. On aura une version longue vidéo du podcast. Ça veut dire qu'on va vous annoncer dans le sommaire peut-être une partie que vous n'aurez pas à ceux qui nous écoutez en audio à la radio. C'est aussi pour vous inviter à aller en savoir plus, à aller nous écouter sur YouTube. On va passer au sommaire du jour, Patrick, dans ce Franco Raptors numéro 1 de la saison 2. À quelques jours du début du camp d'entraînement, on a le Media Day ce lundi. On va avoir beaucoup de choses à vous raconter dans le prochain épisode. Mais aujourd'hui, pour la version longue, en première partie, on va revenir sur l'été des Raptors. On va revenir sur quels sont les faits marquants de l'été des Raptors. Il n'y a pas eu énormément de choses, mais il y a eu une grosse chose quand même. On va revenir dessus. On va revenir là-dessus, oui. Ça sera en lien avec la deuxième chose dont on va parler. Et c'est là-dessus qu'on commencera dans cette version audio aujourd'hui. La conférence de presse de Bobby Webster qui s'est faite en avance du Media Day. Elle avait lieu, on enregistre le vendredi 26 septembre. Patrick y était, je l'ai suivi en ligne, on va en parler. Ensuite, on fera une petite pause, la pause habituelle. Et on reviendra avec notre traditionnelle analyse du calendrier. Bien sûr, on ne va pas aller jusqu'à la fin de la saison, ça serait beaucoup trop long. Mais on va revenir sur la saison à venir jusqu'à la fin de l'année 2025, jusqu'à la fin du mois de décembre. Et enfin, on va terminer avec les clés pour toi et pour moi pour une saison réussie pour les 5 membres du 5 de départ des Raptors. Les joueurs qui sont considérés pour l'instant comme le 5 de départ des Raptors. On va en parler, ça va peut-être bouger au fil de l'année. Mais en tout cas, pour l'instant, on va dire les 5 joueurs les mieux payés de l'équipe, c'est ceux qu'on envisage être les 5 partants pour ces Raptors. On démarre tout de suite avec l'actu de l'été, j'ai envie de dire. Patrick, qu'est-ce que tu retiens de l'été des Raptors? Bon, l'été des Raptors, c'est la grande nouvelle, c'était le départ de Masai Ujiri. On en avait parlé dans notre dernière émission de la saison dernière, je pense. Ça, je pense que c'est la grosse nouvelle parce que Masai était avec l'équipe depuis 2013. Donc ça, c'est vraiment la grosse nouvelle des Raptors. Et bien sûr, la confirmation de Bobby, qui était donc le directeur général de l'équipe. Là, il va prendre les fonctions de directeur général et de président en même temps. Il en a un peu parlé lors de sa conférence de presse. Et puis l'été, c'était aussi donc la Ligue d'été avec une très très bonne performance des Raptors. On pensait qu'ils allaient gagner la Ligue d'été à cause de leur bonne performance. Ça n'a pas été, mais il y a beaucoup de bonnes choses qu'on a pu observer de cette équipe. Donc la plupart des gens qui ont joué dans cette Ligue d'été seront dans la rotation de l'équipe des Raptors qui va être, on le pense, compétitive cette année. Donc, je pense que c'est vraiment les deux grandes nouvelles de l'été. En plus des repêchages, bien sûr, on va parler des nouveaux venus, des recrues des Raptors qui vont certainement être dans la rotation. Donc, une équipe, je pense, qui est beaucoup plus profonde par rapport à l'année passée. Et donc, on s'attend à ce que
ça se concrétise sur le terrain. Et c'est justement un des aspects qu'a discuté Bobby dans sa conférence de presse. Tout à fait. Donc, on ne va pas aller en détail dans tout ce que tu as dit. C'est juste pour faire un point sur ce qui s'est passé cet été. Pour compléter, je vais ajouter, il y a eu des signatures, des extensions. Jakob Poeltl qui a signé une extension. Il va rester pour les 4 prochaines années. Ce sera un Raptors, le centre des Raptors. Et on a eu une signature majeure qui a éliminé la France à l'Euro. C'est Mamoukelashvili, Sandro Mamoukelashvili, qui va venir apporter, j'ai pas envie de dire de la taille sur le poste 5 parce qu'il n'en a pas vraiment, mais son adresse et un style de jeu différent. On aura l'occasion de parler de lui dans le prochain épisode, puisque aujourd'hui on va faire les 5 joueurs du 5 majeur, quelles sont les clés pour une saison réussie pour eux. On aura l'occasion de parler du reste de l'effectif la semaine prochaine. On vous envoie vers tout ce qu'on a dit pendant l'été pour tous les sujets abordés. Le départ de Masai, la Summer League, on a fait plusieurs épisodes dessus. Même nos avis sur les signatures. J'ai parlé par exemple de mes doutes au sujet de Sandro Mamoukelashvili. Donc on vous invite à aller réécouter un petit peu tout ce qu'on a fait cet été. Et bien sûr, pareil pour le repêchage avec Colin Murray-Boyles, avec Elijah Martin. Tout ça, on en a parlé, donc on vous invite à aller écouter. On se fait un petit peu de promo, hein, bien sûr, il faut le faire. Et puis bien sûr, la Summer League, on l'a également énormément couverte. On va vraiment démarrer maintenant avec le sujet du jour, avec l'actu des Raptors. Et l'actu des Raptors, bien sûr, c'était cette conférence de presse de Bobby Webster aujourd'hui, ce vendredi. On enregistre vendredi, vous écoutez samedi, bien sûr. Mais Bobby Webster s'est exprimé pour la première fois en tant que, pas président, puisqu'il n'a pas eu ce statut-là, mais en tant que directeur, parce que c'est head en fait, c'est GM et head. Donc, en étant à la tête vraiment du front office des Raptors. Patrick, tu étais sur place. Qu'est-ce que tu retiens de manière générale de tout ce qu'a dit Bobby Webster aujourd'hui? Oui, il a beaucoup parlé, insisté sur la continuité, parce qu'il est là depuis longtemps, ce n'est pas un nouveau venu. Il a insisté sur la continuité, mais aussi on lui a demandé justement par rapport au processus de recrutement, parce qu'après le départ de Masai, donc les gestionnaires avaient dit qu'ils vont faire des entrevues, ils vont parler à beaucoup de personnes et puis prendre une décision. Finalement, pour lui, il a été que là, les séries d'entrevues, c'était beaucoup plus informel. Donc, c'était des dîners, c'était des conversations. Et ce que ça va changer dans son travail de tous les jours, ce sera justement cette relation avec les propriétaires de l'équipe. Parce que dans la description des tâches, c'était Masai qui parlait avec les propriétaires de l'équipe. Mais là, cet aspect, c'est un aspect beaucoup plus nouveau pour Bobby. Et donc, cet aspect-là. Mais sinon, le travail de tous les jours, ça va être un travail continu pour lui parce qu'il n'y a pas eu vraiment de changement majeur. On vient d'en parler. Mais pour lui, c'est vraiment d'évaluer parce qu'il a dit l'équipe sur papier, ça va être différent sur le terrain. Donc, il y aura des observations à faire, des décisions à faire. Mais pour lui, c'est beaucoup plus la stabilité, la continuité. Et puis, il a dit que ce sera la 3e saison pour le coach Darko. Donc, c'est une stabilité, c'est une continuité. Donc, pour lui, c'est vraiment... Bon, c'est vrai que c'est différent de Masai. Donc, Masai a le charisme. Même lui, Bobby, l'a dit. Donc, ça va lui manquer justement la motivation de Masai. Mais sinon, le travail de tous les jours, ça va rester pareil. Et puis, c'est ça, oui, mais tu vois qu'il est calme, il sait ce qu'il a à faire, mais c'est cette dimension de la relation entre les nouveaux propriétaires des Raptors de MLSE qui va donc faire partie de son travail quotidien. Ouais, et en ouverture, moi j'ai noté un truc qui m'a un petit peu déçu, mais c'est peut-être parce que je suis très optimiste pour cette saison des Raptors, mais il a dit qu'on ne fixe pas de nombre de victoires, où on ne fixe pas d'objectif même d'aller en playoffs. Ça m'a un petit peu déçu parce que
on a entendu le discours de Darko Rajakovic qui, lui, dès la fin de l'année dernière, a dit on veut être compétitif, les joueurs veulent être compétitifs. Donc ça m'a un petit peu déçu. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de ça? Oui, c'est ça, c'est ça. C'était même la première question qu'on lui a posée. Mais lui, comment il a expliqué? Il a dit que il est vrai que l'année passée, l'objectif c'était le développement. Il a dit que pour cette année, ils vont continuer le développement et si ce développement-là est fait de la bonne manière, le résultat sera que l'équipe sera compétitive, donc on pourra aller au play-off. Mais il a dit que en termes de nombre de victoires, il n'y a pas vraiment d'objectif, comme tu viens de le dire. L'objectif, ce sera un objectif journalier, de s'améliorer à chaque jour. Et puis, donc le résultat sur le terrain sera donc le résultat justement de ce travail quotidien. Mais donc je reviens sur ce que je venais de dire tout à l'heure. Il a dit que le plus grand défi, c'est de voir, parce que l'équipe qui est sur le terrain, ils n'ont jamais joué ensemble. Donc le fait qu'il y a Brandon Ingram, il y a des nouveaux et tout ça, donc il va observer ce que ça va produire sur le terrain. Et puis il a dit que l'équipe qui va commencer la saison, ce ne sera pas nécessairement l'équipe qui va terminer la saison parce qu'il y aura des ajustements à faire et puis le côté financier aussi qui est à considérer. Donc lui, c'est beaucoup plus le développement quotidien. Et puis si ça se fait de la bonne manière, là les victoires vont suivre et puis l'équipe sera beaucoup plus compétitive. Oui, il a été interrogé sur les éventuels transferts, notamment les 2 joueurs qui sont pressentis parce que pour des raisons financières, RJ Barrett ou Ochai Agbaji pourraient en fait libérer du cap parce que les Raptors sont dans la taxe, alors que c'est une équipe qui, comme l'a dit Bobby, pour l'instant n'est pas forcément amenée à jouer les premiers rôles dans la Ligue cette année, même si on en parlera bien plus tard quand on fera la présentation de la saison. Nous, on espère que cette équipe sera le plus compétitive possible. Mais c'est vrai qu'il y a quand même énormément d'interrogations autour de cette équipe. Et du coup, il a été interrogé sur les transferts, c'est ça dont je voulais parler. Et au final, il a balayé ça d'un revers d'une main. Il a dit c'est quelque chose de privé qui ne va pas parler en public. C'était assez logique. Ça, c'est un peu le jeu des journalistes et des dirigeants. On tente de poser la question en sachant très bien qu'il ne répondra pas. On connaît bien la réponse. Exactement. On ne sait jamais, hein, mais c'est rare que ça échappe. Hein. La communication est très contrôlée. Et surtout que les Raptors sont très discrets dans leur prise de décision. C'est ça. Même si, comme tu l'as dit, il y a une différence entre Bobby et Masai dans la façon de communiquer. Malgré tout, dans le fond, ça reste très contrôlé et on ne va rien lâcher. C'est une franchise qui garde les choses en interne et qui ne dévoile que ce qu'elle a envie de dévoiler. C'est exactement ça. C'est ça. Il a parlé aussi de Brandon Ingram. Est-ce que tu as noté un petit peu ce qu'il avait dit? Donc, ce qu'il a dit, c'est que la première chose qu'il a dit, c'est qu'il est en bonne santé. Donc là, il va vraiment être disponible et puis ils ne vont pas le gérer comme ils ont fait avec Kawhi, limiter le nombre de matchs. Il va jouer comme donc ils ont prévu et puis il dit qu'il apporte un élément qu'il n'avait pas, c'est quelqu'un qui peut créer. Donc c'est quelqu'un qui peut créer, qui peut créer son propre tir. Donc ça va vraiment être complémentaire par rapport à l'équipe. Et puis ça va être un impact sur Scottie Barnes qui ne sera pas amené à être le focus donc, offensif de l'équipe puisque Ingram sera là. Et puis là aussi parler de l'impact sur RJ. Parce que RJ n'aura pas de double team, parce qu'ils savent que lorsqu'ils vont le prendre, il y a une prise à 2 sur RJ, il y a Brandon Ingram qui sera ouvert. Donc ça va permettre justement d'ouvrir le jeu, offensivement, on va dire. Mais le nœud, c'est vraiment de voir est-ce que ça se tient sur le terrain. Comment est-ce que ça va se faire sur le terrain concrètement? Ça reste énigmatique, mais le fait qu'il soit là, qu'il soit prêt à jouer et qu'il n'y a pas de limite en termes de minutes, ça c'est vraiment important pour qu'on puisse voir pour la première fois depuis 2-3 ans une équipe compétitive sur le terrain. On va en parler ça de toutes les questions autour du 5 de départ. On va peut-être en aborder quelques-unes quand on va parler des clés pour certains joueurs, mais c'est clair qu'il y a beaucoup quand même. Il y a de l'optimisme, mais il y a aussi beaucoup de questions
au sujet de ce 5 de départ, des rotations. Il y a énormément de joueurs sur certains postes et ça va être vraiment très compliqué pour Darko Rajakovic de gérer cet effectif, mais ça c'est bien, c'est pas notre travail. Ouais. Donc on n'aura pas ce souci-là. Est-ce qu'il y a autre chose qui a attiré ton attention? Sinon, je pense qu'on a fait à peu près le tour de ce qui a été abordé lors de ce Oui, c'est point ça, de presse. c'est juste la continuité. Et puis, il y avait aussi une question par rapport justement aux finances, mais apparemment, lui, il n'est pas inquiet. Il a dit Ouais. que ça va se gérer au courant de la saison. Donc, ça va être la continuité, mais il a dit qu'il n'a pas peur de prendre des décisions. Donc, le jour où il sera amené à prendre des décisions, il va le prendre. Donc, ça va se faire en équipe. Et aussi le fait qu'il a accès à Masai, qu'il peut l'appeler n'importe C'est quand vrai. pour lui demander conseil. Donc ça, c'est quand même bien. Et puis Bobby, donc, c'est vraiment une continuité. Et je pense que c'est une bonne chose pour les Raptors parce que c'est la même équipe qui reprend, sauf l'absence de Masai, bien évidemment. Mais sinon, il était tranquille et puis c'est quelqu'un qui est très bien dans son rôle. Et puis là, il a le pouvoir. Et puis là, on va voir ce qui va être fait sur le terrain. Exactement. Et pour finir, pour conclure, je voulais quand même revenir sur quelque chose qui me dérange un petit peu en ce moment dans les médias. Alors, je ne sais pas si c'est MLSI qui essaye de valider son choix ou quoi. On entend beaucoup à droite à gauche que on veut à tout prix dire Bobby et Masai, c'est pas la même chose. Masai, c'était les émotions. Bobby, c'est le pragmatisme. Ça va changer. Bobby ne va pas se poser de questions pour trade tel joueur ou tel joueur. Moi, je trouve que c'est un petit peu en fait de mauvaise foi par rapport à Masai, qui en fait a quand même eu à prendre des décisions très dures. Tout le monde dit que Masai vivait sur ce transfert de Kawhi Leonard, mais justement c'est une décision difficile qu'il a dû prendre en se séparant de DeMar DeRozan. On connaît tous l'histoire. Donc en fait je comprends pas pourquoi. Enfin, je comprends pas. Je sais que c'est ce que MLSI va essayer de faire passer comme message, que on a pris quelqu'un, on a choisi le pragmatisme, etc., etc., parce qu'on sait que entre Rodgers et Masai, c'est pas passé sur la fin. Ils n'étaient pas d'accord avec les négociations de son contrat. Je pense que le vice chairman, il n'en voulait pas. Donc c'est bien l'une des raisons pour lesquelles il n'est plus là aujourd'hui. C'est parce qu'il fallait réduire les dépenses. Et au final, on a même choisi de ne pas prendre un président des opérations basket. Donc c'est bien que c'est... La raison principale, elle est financière. Elle est financière. Puisque sportivement, on voit bien qu'on est dans la continuité. Et je voudrais un peu aller à l'encontre de ce discours qui veut opposer Masai et Bobby, alors qu'en fait, ils ont toujours travaillé main dans la main. C'était une équipe avec Dan Tolzman, c'était une équipe, ils ont pris les décisions ensemble. Alors certes, peut-être des fois, il y a dû avoir des choses pour lesquelles ils n'étaient pas d'accord, et c'est Masai qui a eu le dernier mot. Mais de manière générale, je pense qu'ils travaillaient main dans la main et qu'on est vraiment sur une continuité sportive et une direction sportive qui ne plaisait pas à certaines personnes. Mais j'ai envie de vous dire, si ça ne vous plaisait pas sous Masai, je ne pense pas qu'il va y avoir un changement drastique avec Bobby par rapport à la direction de l'équipe, même si c'est ce qu'on essaye de vous faire croire. Comme par hasard, c'est juste dernièrement que c'est sorti que c'est Bobby qui avait fait le transfert de Kawhi Leonard. Ouais, c'est ça. Ça, c'est pas dit jusque-là. Ouais. Après, c'est Bobby qui a sa communication aussi. Hein. De toute façon, c'est un jeu politique, on le sait, les directions de NBA. Mais il est parti chez William Lou pour dire « Oh, c'est moi qui avais fait ce transfert-là. Ouais. » Donc tout d'un coup, c'est pour donner de la crédibilité à Bobby par rapport à Masai. Je sais pas ce que tu en penses, toi, mais moi, ça me dérange un petit peu de voir ça, en fait, alors que jusqu'à présent, on saluait le duo ou le trio qui fonctionnait bien. Et que là, avec le départ de Masai, on essaye de mettre Bobby en avant au détriment de Masai, alors que, en fait, pour moi, il n'y a pas besoin de faire ça. Il n'y a pas besoin de faire ça parce que je pense que c'est pour MLSI et Rodgers, c'était beaucoup plus pour limiter les dégâts parce que quand même Masai, c'était une personnalité immense à Toronto et dans le monde de la NBA. Pouvoir justifier justement le départ de Masai, ils doivent trouver des raisons à gauche à droite, mais on sait la seule raison, c'est une raison financière. Parce que le travail était un travail d'équipe. Même dans les vidéos qu'on voit derrière la scène, tu vois, même avant même de prendre des décisions, Masai demande à son équipe, qu'est-ce que vous en pensez? Et donc, comme tu viens de le dire, là, on a su que le transfert, donc l'acquisition de Kawhi,
Au départ, c'était Bobby. C'était les relations de Bobby, mais Masai, comme c'est lui le patron, c'est lui qui a le dernier mot, bien sûr. Donc et puis c'est Masai qui a insisté à avoir Bobby dans son équipe. Bien sûr. Et Bobby au départ ne voulait pas, mais Masai l'a poursuivi pendant 2-3 ans avant de l'amener ici. Donc et le fait que les Raptors soient une organisation assez discrète, donc les gens spéculent. Parce qu'ils n'ont pas la bonne information, mais le reste c'est vraiment les PR pour sauver la face. Le départ de Masai dans une organisation comme les Raptors, Masai qui est comme une star. Comme une vedette, comme les joueurs, il fallait justifier. Et là, à ce moment-là, c'est vraiment de limiter les dégâts au niveau des relations publiques. Mais sinon, c'est une équipe soudée, c'est une équipe qui marche très bien. Et puis, je ne pense pas qu'il y aura vraiment énormément de différence sur la vie de tous les jours des Raptors. Il n'y aura peut-être pas de soirée Giants of Africa, mais le reste sur le terrain, côté basketball, côté gestion, je ne pense pas qu'il y aura un gros changement. Oui, puis Bobby l'a dit lui-même aujourd'hui qu'il a Masai à sa disposition quand il veut, que Masai n'est plus dans l'équipe, mais qu'il va suivre le projet de près et que de toute façon, il sera toujours là d'une manière ou d'une autre. Surtout qu'il y a une franchise qui arrive en WNBA et que Masai fait partie a priori des investisseurs. Il sera dans les environs toujours. Exactement. Exactement. On a bien discuté là-dessus. On va prendre une petite pause et ensuite on va rentrer dans le dur de la saison. On va parler du calendrier. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de Franco Raptors. À tout de suite. Nous sommes en pause. Si vous appréciez l'émission, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube de Choc FM. Activez la cloche pour ne rien manquer. Likez et commentez. Vous pouvez aussi retrouver ce podcast en rediffusion sur toutes les plateformes. Le nom, c'est bien sûr Franco Raptors avec vous, Patrick Bizindavi et Mike Laviole, toutes les semaines, les samedis, à partir de 13h sur Choc FM. Eh bien, nous sommes de retour. C'est toujours Mike Laviole et Patrick Bizindavi sur les ondes de Choc FM 105.1, la radio des Raptors à Toronto. On aura des nouvelles à vous annoncer d'ici quelques jours, quelques semaines. On vous garde ça au chaud. On fait un peu de teasing là. Parlons de cette saison des Raptors. On va jeter un petit coup d'œil au calendrier. On va faire mois par mois. On ne va pas non plus prédire tous les résultats de tous les matchs. On ne va pas faire comme ils font dans Hello and Welcome avec Alex Wong qui fait une simulation de tous les matchs. Mais on va regarder de manière globale un peu ce que ça donne par mois. Et puis on va donner nos pronostics pour le bilan de chaque mois. Et puis vous aurez du coup une idée de quel sera le bilan des Raptors à la fin de l'année 2025. On passe la pré-saison, on va passer directement à l'ouverture de la saison. Ce sera à Atlanta le 22 octobre. Les Raptors ensuite vont ouvrir la saison à domicile 2 jours après. Ce sera avec la réception des Bucks de Milwaukee. Et ensuite, ce mois-ci, c'est surtout à l'extérieur. 4 matchs à l'extérieur sur 6. Les Raptors seront à Dallas, à San Antonio et à Cleveland. Et entre-temps, ils auront reçu Houston. Donc, les 3 équipes du Texas qui vont affronter les Raptors et les équipes du Texas qui vont être plutôt bonnes cette année. Les Rockets, malheureusement, on a appris fin de saison déjà pour Fred VanVleet. Très mauvaise nouvelle, mais ça reste une équipe très compétitive puisqu'ils ont récupéré Kevin Durant. Ils ont une défense de malade. San Antonio qui va viser à être meilleur que les saisons précédentes. Et Dallas qui va attendre le retour de Kyrie. Je ne sais pas s'il est out pour la saison. Je ne suis pas sûr. Les vidéos qui sont sur les réseaux sociaux, ils montrent il est sur le terrain, il travaille. Donc il va revenir. Il ne sera pas là en début d'année, donc il faudra peut-être en profiter. L'un des premiers matchs de Cooper Flag aussi à suivre. Et puis, bien sûr, Anthony Davis. J'allais dire Luka Doncic, mais non. Anthony Davis dans cette équipe. Donc, Patrick, pour toi, ce début de saison, comment tu le vois? Il est difficile quand même. Il est très difficile. C'est comme la saison dernière, les 3 premiers mois des Raptors, c'était vraiment serré avec beaucoup de matchs back-to-back. Et puis, il faut le dire aussi, il y a certaines équipes qui se sont renforcées, comme Atlanta. L'équipe d'Atlanta, c'est pas l'équipe qui était là la saison passée. Donc, ça va être vraiment le baptême de feu
au début, les 3 premiers mois jusqu'au mois de décembre. Mais s'ils parviennent à bien négocier cette première partie, là, on va voir qu'à partir de janvier, février, là, ils ont repris le rythme. Mais quand même, c'est assez serré. C'est assez serré comme début de saison. Donc, équilibré par rapport au match à l'extérieur, le même nombre de matchs à l'extérieur que les matchs à domicile, mais quand même, c'est assez difficile comme début de saison. Comme tu l'as dit, Atlanta, c'est le premier match, mais là, en termes de pronostic, si on revient, toi, tu as dit 2 victoires pour Moi, je les vois en 2-4, ouais. Ouais. Moi, j'ai fait 3-3. La raison pour laquelle j'ai fait 3-3, je me suis dit, on a 2 matchs à domicile. Ouais. Si on parvient parce qu'à domicile, quand même, ils sont bons ouais. Depuis l'année passée. Si on parvient à gagner les 2 matchs à domicile, il y a moyen de prendre une victoire à l'extérieur. J'ai pensé soit San Antonio, soit Dallas, justement avec Kyrie qui n'est pas là. Donc, il y a moyen de prendre au moins un match à l'extérieur et garder donc le home court advantage. Surtout que Milwaukee, moi, je ne pense pas qu'il soit... Bon, il y a Giannis qui est là, mais en termes de compétition, je ne pense pas que ce soit vraiment une équipe imbattable. Donc, il y a moyen de prendre ce match-là. Et puis, Houston, quand ils vont venir ici, à cause de, justement, on est ici, et puis il y a les fans. Et puis, prendre un match à l'extérieur, c'est une possibilité. Donc, j'ai pensé que ce sera un 3-3. Ça se tient. Honnêtement, ça se tient. Moi, j'étais un petit peu plus pessimiste parce que je vois Houston très, très fort. Je voyais prendre Milwaukee. Et en fait, comme toi, prendre un match à l'extérieur. Mais du coup, je vois une défaite contre Houston à la maison. En vrai, ça serait bien de prendre Atlanta pour commencer. Atlanta-Milwaukee, tu es en 2-0. Et après, par contre, tu perdrais 4 matchs de suite. Ça serait pas idéal. Mais en vrai, ton 3-3, il a du sens. Donc voilà, moi, je démarre avec un petit 2-4. Et toi, c'est 3-3. 3-3, ouais. On enchaîne avec le mois de novembre. Là, on rentre dans le dur. Avec 15 matchs au mois de novembre, 7 à domicile, 8 à l'extérieur. Donc on commence avec 2 matchs à domicile, Memphis et encore Milwaukee, décidément. Ouais. Encore un déplacement à Atlanta. Là, c'est une série de 5 matchs à l'extérieur. Atlanta, Philadelphie, Brooklyn, Cleveland, Indiana. Un retour à la maison contre Charlotte. C'est quand même moins difficile que l'année dernière, ce deuxième mois. Charlotte, Philadelphie à l'extérieur. Et ensuite, il y a une belle série de réceptions. Washington, Brooklyn, Cleveland, Indiana. Et on termine avec 2 déplacements à Charlotte et New York. Qu'est-ce que tu vois sur ce mois-ci? Ouais, je pense que sur papier, il y a des matchs à prendre. Des matchs contre Charlotte, c'est des matchs qu'on peut gagner. Brooklyn aussi, c'est pas... c'est pas bon du tout. C'est pas bon. Washington, c'est pas... Et puis Philadelphie, là, on ne sait pas, est-ce que Embiid sera là, est-ce que l'équipe sera compétitive. Donc il y a moyen vraiment de prendre les matchs contre Philadelphie, mais Indiana, Cleveland, quand même, c'est assez compétitif. Milwaukee aussi. Donc là, en termes de bilan, moi j'ai pris 8 victoires pour cette défaite. Parce que justement, il y a des matchs qui sont sur papier, qui sont prenables. Même Philadelphie ne me fait pas peur du tout. C'est un gros point d'interrogation Philadelphie cette saison. Est-ce que Embiid va être en forme après toute la saison dernière ou pareil Paul George, hein, son genou, c'est compliqué. Des joueurs vieillissants. Ça va être, c'est un match prenable aussi, je pense. À Philadelphie, 2 fois, au moins on prend un sur les 2, mais on est tous les deux d'accord, 8-7. Ce qui porte mon bilan à la fin du mois de novembre à 10-11 et toi à 11-10. Donc on est tous les deux toujours autour de l'équilibre. Je pense que de toute façon, c'est ce que les Raptors doivent viser au minimum cette saison, d'avoir un bilan à l'équilibre. S'ils finissent en 41-41, je serai satisfait. Et ils auront dépassé les espérances de beaucoup de gens qui les voient en dessous des 40. Donc, et puis 41 à l'Est, là on est carrément dans les playoffs. Totalement. On finit avec le mois de décembre qui est un peu plus court, mais en fait il va y avoir 2 matchs qui vont s'ajouter. Parce qu'il y aura la NBA Cup. Oui, la NBA Cup, c'est vrai. Une fois qu'on a les qualifiés, il y a 2 matchs qui s'ajoutent. Mais pour l'instant, donc du coup on n'aura pas vraiment un bilan en fin du mois de décembre, il y aura 2 matchs à ajouter. Mais là on a 12 matchs pour l'instant, 8 à domicile et 4 à l'extérieur. Donc un mois à domicile. On peut imaginer que les matchs peut-être seront à l'extérieur, les matchs qui seront ajoutés. Portland à Scotiabank Arena en début décembre, les Lakers
Charlotte, Boston, donc 4 matchs de suite à domicile. Un déplacement à Milwaukee. Décidément, les Raptors auront fait tous leurs matchs contre Milwaukee, dès l'année 2025. Une autre réception de Boston 2 jours après. Et ensuite, 3 matchs à l'extérieur. Brooklyn, Miami, Washington. Et ensuite, 3 matchs de nouveau à domicile. Golden State, Orlando, Denver. Il y aura des matchs qui se seront intercalés entre le 7 décembre et le 18 décembre. Là, c'est les phases finales de la Coupe NBA. Donc, pourquoi pas les Raptors qui soient dedans? Oui, on verra bien. On ne sait jamais. On verra bien. J'ai pas noté le groupe là avec les équipes avec lesquelles les Raptors sont, mais ça, on en parlera plus tard de la NBA Cup. Quel est le bilan que tu vois sur ces 12 matchs? Moi, j'ai fait 6-6. J'ai pensé que Portland, c'est pas... Bon, ils ont Dame, mais Dame ne va pas jouer. Non, il joue pas cette année. Il ne va pas jouer. Donc, Portland, il y a moyen de le prendre. Charlotte est de retour. Donc, Charlotte et Brooklyn. Là, et Washington aussi. Donc, j'ai pensé que ces matchs-là, c'est des matchs qu'on peut prendre. Et puis, prendre d'autres... bon, Orlando, quand même, c'est assez fort cette saison. Ouais. Mais Miami aussi. Miami, on ne sait pas ce qu'on va avoir sur le terrain. Bon... Donc, je me suis dit que 6 victoires au mois de décembre, mais là aussi, on n'a pas le calendrier full parce qu'il y avait la NBA Cup, mais avoir un bon bilan 6-6 au mois de décembre, ce qui amène donc à la fin de l'année 17 victoires pour 16 défaites pour moi, et la même chose pour toi. Donc, et oui, parce que j'ai rééquilibré, moi je suis à 7-6 sur ce mois de décembre parce que j'ai pris en compte qu'il y a énormément de matchs à domicile et les matchs à l'extérieur, comme tu les as cités, c'est des matchs prenables. Brooklyn, Miami, Washington. Bon, tu vas peut-être en laisser filer un. Ensuite, il y a, par contre, ce trio Golden State, Orlando, Denver. Tu peux finir le mois avec une série de 3 défaites. C'est possible, mais je pense que tu peux avoir engrangé les victoires avant. Donc, on est tous les deux finalement à 17-16 à la fin de l'année 2025. Ce qui, je pense, serait un bilan très acceptable pour les Raptors s'ils sont déjà à l'équilibre à ce moment de la saison. C'est très bien. Moi, je pense vraiment que ce qui serait dommageable, c'est qu'ils démarrent très mal et que le bilan soit déjà très négatif. Ce qui entraînerait ensuite à la trade deadline en février. Beaucoup de questions à se poser. Donc, voilà. Qu'est-ce que tu penses de manière générale? Attends, je peux te faire un résumé. Donc, il y a 7 back-to-back. Ça, on n'a pas trop regardé les dates, c'est vrai. Il y a le 26 octobre à Dallas et le 27 octobre à San Antonio. Ça va pas être évident de gagner les deux, par exemple. Le 7 novembre à Atlanta, le 8 novembre à Philly. Donc, on voit que c'est des back-to-back 2 fois à l'extérieur. C'est les plus durs à gérer. Ensuite, on en a un, par contre, le 23 novembre, 24 novembre, c'est 2 équipes à domicile. Brooklyn, Cleveland. Ensuite, on a le 29 novembre et le 30 novembre, c'est Charlotte, New York. À l'extérieur. 4 décembre, 5 décembre, Lakers, Charlotte. Back-to-back. Et ensuite, on a par contre les back-to-back qui sont compliqués aussi. Même si 2 back-to-back à l'extérieur, c'est compliqué. 20 décembre contre Boston, 21 à Brooklyn. Et enfin, je ne l'avais pas noté, les 2 derniers matchs, 28 décembre et 29 décembre, Golden State et Orlando, c'est en back-to-back aussi. C'est en back-to-back, à la maison, par contre. Voilà, il y aura 16 matchs à l'extérieur et 17 à domicile. Donc 33 matchs au total pour ce début de saison. Au minimum, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer avec la NBA Cup. Exactement. Bon, on a bien fait le tour de ce calendrier. Ça s'annonce pas mal. Si les Raptors en sont là, on pourra s'envoyer des fleurs. On va passer à la dernière section du jour. On va se pencher sur le 5 de départ des Raptors et imaginer un peu les clés d'une saison réussie pour eux. Qu'est-ce qu'ils doivent faire, ces joueurs-là, pour avoir une saison réussie? Et bien voilà, on part pour la dernière séquence de notre émission Franco Raptors. C'est parti, Patrick. On va déjà donner ce 5 de départ. Sur le papier, pour l'instant, c'est ça. Après, on va en discuter plus tard, je pense. Mais il y a des possibilités que ça change. Scottie Barnes, RJ Barrett, Jakob Poeltl, Ingram et Quickley. Je n'ai pas donné dans le bon ordre parce que à la base, je voulais faire le front de courte, mais RJ Barrett, a priori, dans ce 5-là, jouerait au poste 2. Donc, on va voir. Commençons par RJ Barrett. Pour toi, quel est... je me suis trompé.
On va commencer par Scottie Barnes. On va commencer par là. Le joueur numéro 1 de l'équipe. Ouais. Pour toi, quelles sont les clés pour une saison réussie de Scottie Barnes? Je pense que Scottie Barnes peut, s'il continue sur la lancée de l'année passée, il a démontré sa qualité de leadership. Mais là, comme l'a dit Bobby aujourd'hui, le poids offensif n'est plus sur lui seul. Mais c'est quelqu'un qui peut contribuer dans plusieurs catégories en termes de statistiques, marquer des points, prendre des rebonds, donner des passes. Donc pour moi, la réussite, c'est vraiment en termes de triple-double. Okay. Donc, combien de matchs il fait, par exemple 10 matchs et plus en triple-double, pour moi, c'est une saison réussie parce que c'est un joueur qui peut défendre, c'est un joueur qui a la bonne vision du terrain et puis qui peut jouer. Et puis l'année passée, il a tenté beaucoup de choses. S'il peut avoir 2 ou 3 choses qui marchent et qu'il insiste sur ça, s'il peut tourner autour d'un bon 20 points et puis dominer au rebond, donner de bonnes passes, 10 triples doubles, pour moi, ce serait vraiment une saison réussie. Et puis, si l'équipe marche bien, pourquoi pas avoir retrouvé le statut de All-Star? C'est une possibilité, mais pour moi, je vois le poids offensif en termes de points à marquer qui diminue, mais l'impact sur le terrain continue grâce justement à ses rebonds, à sa défense et sa vision du terrain. Je vais aller dans ton sens. La clé pour moi, pour que Scottie Barnes réussisse sa saison, ça va être sa sélection de tir. Comme tu l'as dit, il a essayé énormément de choses l'année dernière. Maintenant, il sait ce qui marche, il sait ce qui ne marche pas. Donc à lui de se montrer plus efficace. Et le fait d'avoir Brandon Ingram et plein de scoreurs autour de lui, comme tu dis, je te rejoins totalement en fait, ça va le décharger de toute cette pression d'avoir à marquer 20-25 points à chaque match. Pour moi, il va falloir qu'il trouve son efficacité, qu'il trouve les spots, comme tu l'as dit, 2-3 spots où ça marche, et qu'il s'améliore, pas qu'il s'améliore, mais qu'il insiste sur le jeu sans ballon, qu'il laisse ses coéquipiers créer et qu'il se contente d'être plus finisseur. Et puis quand la finition n'est pas disponible, on sait qu'il fera la passe. Et on sait qu'il va prendre des rebonds, il va défendre. Donc comme tu le dis, ça va se voir ensuite dans les triples-doubles. Mais pour moi, vraiment, la clé pour lui, pour qu'il réussisse cette saison, ça va être sa sélection de tir et ce jeu sans ballon où il va être déchargé de toujours devoir créer pour les autres, même de devoir créer pour lui-même. Qu'il laisse les autres créer pour lui. J'ai hâte de voir, pourquoi pas un pick and roll avec Brandon Ingram, qui va avoir beaucoup plus le ballon en main. Quelque chose qu'on a très peu vu et que j'espère que Darko va essayer de remettre en place, c'est du jeu à 2 avec Quickley. Ça, on l'a très très peu vu. Et puis surtout aussi, le jeu à 2 avec Yak. Yak en tête de raquette, Scottie qui va plonger dans la raquette, qui va mettre le défenseur dans son dos. Il est servi, il marque. Il peut mettre énormément de points faciles comme ça et améliorer sa réussite parce qu'on ne veut pas le voir prendre 5 fadeaway à mi-distance, 3 pull-up à 3 points. Les 3 points, ça va être important, mais il faut qu'il les prenne dans le rythme du jeu, des catch and shoot, seul, mais pas qu'il force à 3 points. Il n'aura pas besoin de le faire dans ce 5 de départ. Il y a d'autres joueurs qui seront là pour ça. Donc vraiment, c'est ça. Efficacité, jeu sans ballon, et on ajoute à tout ce que tu as dit, ça va arriver après ça, en étant plus efficace, en ayant un jeu sans ballon, en étant all-around, en faisant des triples-doubles, en étant le leader, en prenant des rebonds, en défendant dur. Et bien, tout ça va faire que Barnes aura réussi sa saison. Je pense que le poids offensif va être avec la second unit. Si Darko continue avec son système, que ça va être 4 remplaçables plus Barnes, c'est là où il va beaucoup plus avoir le poids offensif à marquer des points. Mais je pense que s'il peut avoir un match équilibré sur plusieurs aspects, donc je pense que ce sera une réussite pour lui. Oui, et puis on l'a vu, il est capable de prendre aussi parfois le match en main dans le 4e quart-temps. Et s'il n'a pas tout ce poids-là sur les 3 autres, bah, il sera plus frais pour le faire. Et par contre, avec ce 5-là, moi je pense honnêtement qu'on ne verra pas juste Scottie plus 4 remplaçants. Je vois bien Darko pouvoir avoir cette possibilité d'avoir toujours 2 titulaires sur le terrain et toujours un gros scoreur à côté de Scottie. RJ Barrett Scottie ou Quickley Scottie ou pourquoi pas Ingram Scottie et des autres remplaçants. Mais toujours en avoir 2 parce que
en vrai, dans ce 5 de départ, je le trouve plus complémentaire avec d'autres joueurs que ce 5 de départ en lui-même. On va en parler plus tard quand on fera la présentation de la saison et quand aussi je préfère attendre qu'on ait des matchs de pré-saison pour évaluer ça avant de parler, parce que ça se trouve on va dire oui, ils sont pas complémentaires, et en fait on va avoir 3-4 matchs de pré-saison et ça va super bien marcher, et au final on va avoir l'air bête de ce qu'on aura dit une semaine avant. Donc moi, avant de faire ce qu'on appelle la preview de la saison, je préfère toujours attendre d'avoir les matchs de pré-saison, comme ça on a des idées, même des rotations et tout ça. Donc voilà, je pense qu'on a été complet sur Barnes. Passons à Quickley. Quelles seraient pour toi les clés pour que Quickley réussisse sa saison? Bon, pour moi, la clé, c'est qu'il soit d'abord sur le terrain. Parce que les blessures qu'il a eues depuis qu'il est avec les Raptors, il a montré des flashs, mais ce n'était pas vraiment consistant. Ouais. Et donc ça, ce serait vraiment important qu'il puisse être sur le terrain et qu'il puisse jouer beaucoup plus de matchs que les 2 saisons. Moi, ce que je pense, c'est sa contribution au tir à 3 points. Parce que le 5 de départ qu'on a, à part Ingram qui peut créer des tirs, les autres au tir, c'est pas évident. Donc, si lui prend la responsabilité d'être beaucoup plus efficace au tir à 3 points, ça va ouvrir le jeu. Exactement. Donc, s'il parvient à mettre en 38-40% au tir à 3 points, là, c'est vraiment, ça va ouvrir le jeu offensif des Raptors. Et puis, je pense que ça fait partie de ses responsabilités aussi. Ouais. On ne doit pas s'attendre à ce qu'il soit excellent au niveau de la défense, mais s'il peut faire un effort, comme il a fait des flashs la saison dernière, de faire vraiment une contribution en termes d'effort défensivement, là, je pense que ça sera réussi pour lui. Donc, avec Ingram et les autres sur le terrain, s'il parvient à mettre les tirs, là, ça va ouvrir l'attaque et le reste va suivre. Mais défensivement, c'est vrai que lui et puis Grady Dick, ce n'est pas vraiment leur force. Mais s'il peut donc juste faire un peu plus d'efforts défensivement, je pense que ça va être une saison réussie pour lui. On va en parler après. Il y a un certain RJ Barrett aussi qui va devoir faire des efforts défensifs. Mais revenons à Quickley. Totalement d'accord avec toi. L'adresse à 3 points, elle a chuté à 37% cette saison. Donc, c'est pas ridicule. Mais sa saison d'avant, il était à plus de 38. Donc, c'est pour ça, entre 38 et 40, comme tu le dis, c'est l'idéal. C'est le meilleur shooter des Raptors jusqu'à présent. Et c'est lui qui doit apporter ce spacing vertical. Ce qu'on appelle spacing vertical, c'est, Darko l'avait souligné quand il avait signé aux Raptors. Quickley, à ce moment-là, c'était le meilleur joueur à 3 points de toute la ligue above the break. Donc, above the break, c'est tout ce qui n'est pas les coins. C'est des lignes droites pour les coins, et ensuite, c'est là que ça fait un break. Ça break dans la... C'est ça qu'ils appellent above the break. Et il était le meilleur shooter à 3 points en dehors des coins, si on doit le dire en français. Essayons de parler un peu plus français. En dehors des coins, c'était le meilleur shooter à 3 points de la ligue à cette époque-là. L'année dernière, malheureusement, il sort d'une saison qui a été tronquée parce qu'il a été blessé. Et quand il est revenu, les Raptors ont décidé de le faire jouer un match sur 2. Donc, il n'a jamais retrouvé un vrai rythme, même s'il nous a montré des belles choses. Encore une fois, il a progressé dans le jeu de passe. Même si je pense que cette année, il sera peut-être moins gestionnaire. Parce que le ballon va être dans les mains de Scottie et va être quand même dans les mains de Brandon Ingram. Je pense que les Raptors, malgré tout, ça va être une équipe qui va passer énormément par ses ailiers, en fait. À l'image de ce que faisait Boston, tout simplement avec Tatum et avec Brown. Et en fait, pour moi, son profil, il est assez idéal. Il va falloir quand même qu'il trouve son rôle dans ce 5 de départ joueur en mouvement qui va créer de l'espace pour les autres. Et du coup, son jeu sans ballon, pour moi, c'est la clé d'une bonne saison pour lui. S'il arrive à libérer des espaces pour les autres, à s'en libérer pour lui, on sait que Jakob Poeltl va lui faire des écrans loin du ballon, lui faire des passes main à main. J'essaie de parler français, pas faire des dribble and off, des passes main à main. Ça va lui apporter des points. Et ensuite, je pense qu'il peut être le gestionnaire de la deuxième unité. Ça peut être lui qui accompagne. Parfois, ça sera lui, parfois, ça sera d'autres. Ça ne va pas être tout le temps lui, je pense. Ça va être varié. Mais quand c'est lui plus des remplaçants sur le terrain, là, peut-être que ça sera à lui de prendre les choses en main. Peut-être, si on regarde ce qu'ils ont fait l'année dernière, je pense que c'est une indication. Quand ils avaient fait
2 joueurs out, 2 joueurs sur le terrain, c'était toujours Quickley et Jakob qui étaient soit ensemble ou qui n'étaient pas là. C'est peut-être une indication que ce sera, parce qu'on sait qu'il y a un bon pick and roll entre les deux, ça peut être eux deux ensemble, et après ça sera peut-être probablement Scotty et RJ, ou RJ et Ingram, ou peut-être les trois même, puisqu'on doit mettre peut-être 2 ou 3 joueurs du 5 de départ avec des remplaçants. Mais en tout cas, c'est ça, son jeu sans ballon, et sa gestion ensuite, quand il sera avec des remplaçants, qui sera peut-être le joueur majeur, la première option de l'attaque. Donc pour moi, c'est ça. Tu as déjà parlé de la défense, je ne voulais pas l'ajouter, parce que tu en as déjà parlé. Je vais reparler de sa défense après quand on va aborder le cas RJ Barrett, parce que pour moi, c'est ça le problème, c'est ce backcourt qui n'est pas complémentaire par rapport à ce que les Raptors veulent faire. Mais on parlera de ça. On parlera de ça quand on parlera de RJ. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ou sinon on passe à Brandon Ingram? Non, on peut passer à Brandon Ingram. On peut passer à Brandon Ingram. Quelle est la clé pour lui pour une saison réussie? Moi, j'ai dit saison All-Star. Donc là, c'est vraiment s'il est en bonne santé, ce qui est le cas pour le moment, je pense qu'il a vraiment la clé offensive de l'équipe. Donc s'il parvient à... Et puis, il a vraiment du talent. C'est un bon joueur s'il reste sur le terrain. Et puis, il a été All-Star avant. Donc, si les Raptors parviennent à être compétitifs en termes de victoire et que c'est lui le leader offensif de l'équipe, je pense qu'il y a moyen de faire une saison All-Star. Pour moi, c'est ça la clé de la réussite. S'il fait une saison All-Star avec ce qu'on a dit sur Scottie Barnes et les autres, je pense qu'on est amené à avoir une bonne saison des Raptors. Pour moi, c'est être sur le terrain et être vraiment le leader offensif à ce qu'il soit élu All-Star comme il a fait lorsqu'il était avec les Pelicans. Je pense qu'il a été... Oui, je pense s'il peut retrouver cette forme-là, pour moi, ce serait une saison réussie. Et pour moi, pour qu'il retrouve un niveau All-Star, tout simplement, ça va passer par la santé. C'est une évidence, mais je pense que la clé de la réussite de la saison de Brandon Ingram, c'est qu'il ait la santé. Parce qu'ensuite, derrière, comme tu l'as dit, le niveau, il l'a. Et en fait, j'en ai aucun doute. Ça sera jour 1 le meilleur joueur en attaque des Raptors. Il n'y aura même pas de débat, en fait. Il n'y aura même pas de débat. Et en plus, ce qui se dit énormément et les raisons pour lesquelles peut-être certains dans les médias US ou dans les médias francophones qui regardent ça de loin, c'est qu'en fait, les Raptors comptent énormément sur sa création pour lui-même, mais aussi pour les autres. On oublie très vite qu'il a tourné à plus de 5 passes décisives à la Nouvelle-Orléans. Darko en a parlé, les autres joueurs en ont parlé, lui-même en a parlé. Il veut montrer que c'est un joueur qui peut créer pour les autres. Et en fait, il apporte 2 choses que les Raptors ne faisaient pas beaucoup l'année dernière, du jeu en isolation et du jeu sur pick and roll. Maintenant, la grande question, et on l'abordera plus en grandeur pendant notre preview de la saison, quand on aura vu ce qui s'est passé pendant les matchs de pré-saison, c'est est-ce que Darko va tout faire pour le faire rentrer dans son système en lui enlevant ces qualités-là, ou est-ce que Darko va mettre un peu de l'eau dans son vin en se disant « Ok, j'ai un joueur qui est capable de faire d'autres choses et je vais quand même faire des choses pour lui pour le mettre dans les meilleures conditions. » Je pense que ça va être un vrai débat de voir est-ce que le coach doit... Toi, c'est quoi ta philosophie d'ailleurs? Toi, tu as été coach, tu es coach des fois, tu coaches, tu formes des joueurs, mais quand toi, tu abordes un match, est-ce que tu es plus dans la philosophie j'adapte ma tactique aux qualités de mes joueurs ou je fais rentrer mes joueurs dans mon système, ou est-ce que le plus logique, c'est de faire un mix des deux, normalement? Je pense que ce sera un mix des deux. On est d'accord. Oui, ce sera un mix des deux, parce que le système Darko, c'est un système qui marche. Il y a mouvement des joueurs, mouvement de ballon, et puis la personne, il y a beaucoup de cuts. Donc ça peut être vraiment dans le flow, mais il y a des moments durant le match où tu as besoin d'en pallier. Et donc à ce moment-là, donc ce sera autour de dire, ok, donne le ballon à Ingram, et puis il va créer. Et puis l'autre chose aussi à ajouter, c'est que Darko est très fort à la fin des temps morts. Oui. Quand ils font un temps mort, ils ont besoin de quelque chose de très rapide, il est très bon. Donc ce serait vraiment l'occasion d'utiliser justement Ingram dans ce système-là. Donc là, et puis il va créer son système, disons les trois premiers quarts-temps. Et puis les derniers quarts-temps, c'est soit Ingram ou bien Scottie Barnes. Qui vont prendre le match en main. Je pense qu'on est d'accord que ça va être une combinaison des deux
selon le flow du match. Et moi, j'ai vraiment hâte d'être à la pré-saison pour voir ça, justement. Ouais. Est-ce que... Je ne vois pas avoir 0 ISO pour Ingram, par exemple. Ça serait complètement se couper d'un truc trop important pour lui. Et le pick and roll, Ingram avec Yak, on sait que Yak, il a cette capacité à vraiment être au bon endroit sur ses rôles. Ça va être vraiment... ça va être très intéressant. Et de voir comment les autres bougent autour de ça, parce qu'on sait qu'une ISO, ça attire des aides défensives, parce que c'est un joueur qui va attirer des aides défensives. Parce qu'à partir du moment où Ingram va être chaud, qui va être en train de mettre tir après tir, les défenses vont se resserrer, et c'est là que Barrett va pouvoir cut, Scottie va pouvoir cut, Quickley va se retrouver seul à 3 points. À 3 points, ouais, ça va créer du décalage. Mais de toute façon, ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est que on attend énormément d'Ingram parce qu'il peut pas révolutionner, mais corriger tous les problèmes de l'attaque des Raptors. Parce que ce qu'il faut souligner quand même, c'est même si Darko a apporté quelque chose où visuellement c'est plus joli, l'attaque des Raptors l'année dernière était très inefficace. Et c'est ça qu'on a observé durant la Ligue d'été. Ils étaient bons en défense, donc s'ils marquaient en transition en contre-attaque, pas de problème. Mais donc dans des sets, il n'y avait personne pour créer. Exactement. Donc ça va être donc Ingram, son rôle. Il joue contre 5 en défense, donc là, il faudra absolument qu'il y ait quelqu'un qui puisse créer. Et je pense qu'ils ont répondu justement à ce manque de créativité offensive en amenant Ingram. Et puis le reste, on va voir comment... La clé, ce sera la santé. C'est ça, et puis ça permet aussi au final à Scottie, à RJ et à Quickley d'être des créateurs mais secondaires. Ils n'auront pas besoin de le faire au plus haut niveau puisqu'ils auront Ingram pour le faire. Donc on en attend beaucoup de lui, retrouver un niveau All-Star et avoir la santé. Mais moi, j'ai pas trop de doute sur la santé en fait parce que le staff médical des Raptors a déjà fait ses preuves avec Kawhi en fait. Donc, Et puis s'ils avaient voulu le faire jouer la saison dernière, il aurait pu jouer. Exactement. Donc ils ont attendu, ils ont fait ce qu'il fallait faire, et puis il a eu tout l'été pour être prêt. Donc je pense que ça ne sera pas un problème. À moins qu'il y ait une blessure, une nouvelle blessure pendant la saison, mais sinon, je pense qu'il sera prêt. Ah, le cas qui va faire parler. RJ Barrett. Alors, qu'est-ce qui va faire en sorte, qu'est-ce que RJ doit faire pour faire une bonne saison et pour rester à Toronto après février? Je pense que là, c'est vraiment, on a vu les faiblesses de RJ au-delà de la défense. C'était les lancers francs et puis sa performance au match extérieur. À la maison, il était comme All-Star, c'était le meilleur, même offensivement, c'est lui qui marquait le plus de points. Mais à l'extérieur, je ne sais pas ce qui se passait, je ne sais pas si sa ville natale lui manquait. Mais ses performances à l'extérieur, c'était vraiment pas très bon. Et puis, tu te rappelles, quand on lui a posé la question, il avait mal réagi quand il a dit rien. mais sinon, s'il peut vraiment améliorer donc, ses lancers, son pourcentage au lancer, et aussi être plus performant à l'extérieur, je pense que pour moi, ce serait vraiment une saison réussie pour lui. Bon, il a fait le travail, on a vu quelques vidéos sur les réseaux sociaux. Il a beaucoup travaillé sur son jeu. Mais les deux choses vraiment qu'il faut qu'il change, c'est sa performance à l'extérieur et puis ses lancers francs parce qu'il a quand même de bonnes pénétrations. Il sait faire commettre des fautes donc à la défense adverse. Mais là, il faut concrétiser vraiment les lancers lorsque tu les as. Exactement. Et après, ce que je vais noter par rapport à son efficacité en général, je pense que lui aussi va bénéficier du fait qu'il y aura Ingram et tout, parce qu'il va être en vrai la 4e option de ce 5 de départ. Il va profiter des espaces créés par les autres. Et en fait, ce qu'il faut souligner, c'est que l'année dernière, RJ Barrett a eu un rôle élargi. Il a fait des choses qu'on ne lui demandera pas de faire cette année et qu'on ne lui avait pas demandé de faire à son arrivée. Et d'ailleurs, le bout de saison qu'il fait avant l'année dernière, où il a le rôle auquel il peut prétendre cette année, il était très, très, très efficace. Il était très adroit à 3 points. Il finissait très bien au cercle parce que cette année, il a très mal fini au cercle parce que, en fait, il créait tout par lui-même, mais c'était compliqué. Il n'y avait pas de décalage. Il allait dans la raquette et il a cette capacité à finir, mais quand tout le monde l'attend, c'est très compliqué. Mais il a développé son playmaking du fait d'avoir ce rôle élargi.
Donc oui, ces stats, il faut faire attention, ces stats ont meilleures stats en carrière. Oui, dans les stats bruts, à la passe, au scoring, mais dans l'efficacité, ça a été très très limité. Mais on espère, mais c'est comme Scotty, en fait, c'est exactement la même chose. Les deux ont eu un rôle beaucoup plus élargi que ce qu'ils devraient avoir. Ils ont tenté plein de choses dans une saison où on n'essayait pas de gagner de toute façon. Là, ils vont essayer de gagner. Je pense qu'ils vont se recentrer sur ce qu'ils savent faire le mieux et ce qui sera le plus efficace pour l'équipe. Revenons à mes trucs, parce que je ne les ai pas donnés, à mes clés. Alors, pour moi, la clé, et malheureusement, ce n'est pas du tout le point fort de RJ, mais dans ce duo d'arrière avec Quickley, et vu ce que les Raptors veulent faire, on a besoin d'un joueur qui prend le point of attack. Et le problème, c'est que je ne vois pas Quickley le faire, mais je ne vois pas RJ le faire. C'est pour ça qu'on a eu toutes ces discussions avec RJ 6e homme, mettre Jacoby Walter, mettre Jamal Shead, mettre peu importe, Ochai Agbaji. Mais là, si on part sur ce 5 de départ-là, comment on organise cette défense du point of attack? Est-ce que c'est Scotty qui s'en charge, mais du coup, on le prive d'un rôle, son rôle d'essuie-glace, là, où il excelle, en fait. Mais RJ, je ne le vois pas faire ça. Non. Mais la clé pour lui, pour rester sur le terrain et rester à ce poste 2 sur toute la saison, ça serait de défendre comme un chien, j'ai envie de dire, sur ce poste 2. Mais est-ce qu'il en est capable? Moi, perso, je pense que non. Mais pour moi, sa clé pour la saison à venir, parce que l'attaque, comme tu l'as dit, il va travailler ses lancers. Je pense qu'il était bon au lancer avant d'arriver à Toronto. Donc, ça devrait se régler, j'espère. Il va être plus efficace, comme on a dit. Mais est-ce qu'il peut avoir le niveau défensif suffisant pour rester sur le terrain et pour pas sortir? Ou alors, il ne va pas rester longtemps. Le 5 de départ ne va pas rester longtemps. On va très vite mettre un très bon défenseur et il va très vite revenir avec la second unit. Mais en gros, ça sera juste pour lui dire « Ouais, t'es un titulaire, mais t'es pas longtemps avec les titulaires, en fait. » Tu vois, ça serait une façon de twist un peu le truc. Mais je sais pas comment tu vois ça, toi. C'est une vraie question. Est-ce que les Raptors peuvent défendre bien différemment avec leur 5 de départ que ce qu'ils veulent faire et ce qu'ils ont montré sur la fin de saison dernière et la Summer League? Je sais pas, c'est pour ça que j'ai du mal avec... Défensivement, je pense que défensivement, cette équipe, le 5 de départ, c'est pas trop fort, à moins que de temps en temps, Darko décide de faire une défense de zone. C'est ça. À moins qu'il décide de faire une défense de zone. Sinon, avoir RJ et puis Quickley, défensivement, à moins que, comme tu le dis, il fasse jouer le 5 de départ pendant 5 minutes et puis que là, il amène soit Jacoby ou bien Ochai ou bien Jamal Shead pour un peu compléter cette faille défensive. Mais ça va prendre beaucoup de créativité au niveau du coaching pour défensivement pour ce 5 de départ-là. Ben c'est totalement ça. Donc ça va être l'une des grandes questions. Et aussi, du coup, c'est ce qu'il va falloir observer à la pré-saison. Comment va s'organiser la défense des Raptors lorsque c'est ce 5-là qui est sur le terrain? Ça va être la grande question. Et moi, c'est un peu mes craintes pour la saison à venir. C'est la défense de ce 5 de départ, alors que les Raptors ont fini la saison dernière parmi les meilleures défenses, mais sans avoir tous ces joueurs-là sur le terrain en même temps, en fait. Et donc, ça fait partie des questions. C'est ça. Et puis aussi, c'est vrai, quatrième quart-temps, troisième quart-temps, les 5 de départ n'étaient même plus sur le terrain. Donc, mais aussi, il faut dire que défensivement, la défense des Raptors s'est réglée quand ils ont commencé à gérer les pertes de balles. C'est vrai. Oui. Donc, avec les pertes de balles, c'était vraiment difficile, et même impossible de défendre parce que chaque fois qu'ils perdaient le ballon, l'équipe allait marquer facilement. Donc, ça va vraiment, l'attaque et la défense, ça va être, il faut que ce soit équilibré pour avoir une équipe compétitive en défense. Ouais, on va surveiller ça de très près et on va certainement en rediscuter lors de la présentation de la saison. On termine avec le Yak, Jakob Poeltl. Qu'est-ce que Yak doit faire pour réussir sa saison? Moi, je pense que s'il fait la même saison que l'année dernière, c'est une réussite. Parce qu'il était vraiment bon, on l'appelait Mr. Dabo Dabo. Donc, c'est quelqu'un qui était au rebond,
et puis qu'il a écouté les critiques de son coach d'être agressif, d'attaquer, de faire des dunks. Et surtout, c'était un pivot meneur parce que l'attaque passe par lui. Et donc, avec un Brandon Ingram qui sera dans le mix, je pense qu'on facilement, il y aura moyen de faire. Mais pour moi, il était parmi les meilleurs centres de l'année passée. Tu enlèves Jokic et les autres. En termes d'efficacité, il était excellent. Et puis, on ne le voyait pas durant les dernières parties du jeu. Donc ça, s'il peut jouer pendant le quatrième quart-temps, avoir la même efficacité que l'année passée, je pense que ce sera une saison très réussie. Et puis, il y a eu seulement une blessure l'année passée pendant quelques matchs, mais sinon, toute la saison, il était là. Donc, s'il veut vraiment avoir une saison compétitive et qu'il soit là en quatrième quart-temps, je pense que je ne m'inquiète pas sur les performances de Yak. C'est vraiment quelqu'un qui est indispensable dans l'attaque et la défense des Raptors. Le reste, c'est de voir au niveau des remplaçants, au niveau du poste 5. C'est une des faiblesses quand même des Raptors. Ils n'ont pas vraiment côté remplaçant quelqu'un qui peut avoir le même impact que Yak. Mais sinon, s'il fait la même chose que l'année passée, avec beaucoup plus de temps de jeu, je n'ai pas de problème à avoir un Yak performant cette saison. Ouais, moi je suis d'accord avec toi. Ce que je veux, c'est de l'agressivité en fait. Je veux pas revoir le Yak que certaines personnes, pas forcément à juste titre, hein. Après, oui, il n'a pas des qualités athlétiques, donc il n'a pas des qualités athlétiques folles, donc il saute pas aux yeux. Il va pas aller faire des contres de fou, il va pas. Mais en fait, c'est pas ça qui compte. Je veux juste qu'il soit agressif et qu'on lui enlève cette étiquette de joueur soft. Parce qu'en vrai, il est très très bon en défense. Ah ouais. Il a un très bon placement, il est très mobile. C'est pas un protecteur de cercle élite dans le sens au niveau des contres et tout ça. Mais malgré tout, les pourcentages de ses adversaires au cercle ne sont pas très élevés quand Jakob Poeltl est sur le terrain. Et il fait d'autres choses. Il participe à cette ball pressure sur les écrans en sortant, en faisant des edges, des choses comme ça. Et puis en attaque, ouais, je veux qu'il continue à être agressif, qu'il ait la même efficacité. Les lancers francs, c'est de mieux en mieux. Ouais. C'est la clé pour lui aussi pour rester sur le terrain, pour pas qu'on fasse faute sur lui systématiquement pour le sortir du jeu. Donc voilà, agressif Yak, et puis tout ira bien parce que de toute façon, je pense que beaucoup disent que c'est un problème d'avoir Yak dans le spacing, mais les gens qui disent ça, je pense qu'ils n'ont pas regardé jouer les Raptors la semaine dernière, parce que en fait, l'utilisation de Jakob Poeltl en tête de raquette, dans les mains à main, en fait, sur des écrans loin du ballon, fait qu'il n'y a pas forcément de problème de spacing chez les Raptors. Il y a un problème d'adresse à 3 points. Ça, c'est vrai. Par contre, ça, c'est vrai. Mais je trouve pas que le spacing est mauvais, en fait. Il faudrait plus d'adresse à 3 points. On espère que Quickley, Grady, Agbaji va continuer, Jacoby Walter, que Ingram soit bon dans les catch and shoot, il l'est en carrière. RJ est bon en catch and shoot en carrière aussi. En fait, il y a ce qu'il faut pour que les tirs rentrent. Et mais il faut les mettre. Il faut les mettre. Mais je trouve que de manière générale, ce système de Darko trouve des bons tirs. Après, c'est pas un très grand volume, c'est ça qui est reproché aussi aux Raptors. Mais moi, je trouve que leur style de jeu fait qu'ils marquent énormément dans la raquette. En fait, ils ont des joueurs pour aller marquer dans la raquette. Ils ont Scottie et Ingram qui vont marquer à mi-distance, parce que Scottie ne va pas abandonner totalement son jeu à mi-distance. On espère que ça devient plus un contre que quelque chose qu'il fait à répétition. Mais en fait, je trouve qu'en attaque, ce 5, il est quand même assez complémentaire. Parce que Bobby en a parlé aujourd'hui, il a dit que les Raptors, ils ne veulent pas copier la NBA. Oui, on a oublié de parler de ça. Oui, ils ne veulent pas copier parce que la NBA, c'est une ligue où il faut copier. Et la tendance ces dernières saisons, c'est un volume énorme à 3 points. Exact. Les Boston Celtics, c'est de la folie. Donc, eux, ils vont trouver leur façon à eux de fonctionner qui va faire que l'attaque avec Yak en tête de raquette, ça va justement avoir ce spacing et puis les 4 derrière. Mais comme tu l'as dit, il faut vraiment mettre ces tirs-là. Ouais, c'est ça. Ouais. Il va falloir mettre les tirs. Et nous, on a bien mis des tirs là pendant presque 1 heure. On va se laisser là-dessus. Ouais. Merci à toutes, merci à tous. J'espère que ça vous a plu, ce nouveau décor pour ceux qui sont en vidéo. Pour ceux qui sont en audio, il n'y a rien qui change. Normalement, la qualité est toujours très bonne.
Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis sur les antennes de Choc FM 105.1. Merci à toi, Patrick. Merci à toi, Mike. Et puis, c'est parti pour une nouvelle saison. C'est parti pour une nouvelle saison et on ne va pas changer les bonnes habitudes, comme on dit toujours quand on se quitte. Let's go Raptors! Let's go Raptors!